Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours ce fameux dimanche de pelle à gâteau. Dimanche. Ah bah tiens, le téléphone ne fonctionne pas. Donc le 20, le 20, 23, je pense. Ah bah je vais vous le dire, ouais, on est le 23 octobre 2022. Et je continue mes, mes digressions à partir de cet ouvrage de René Guénon, voilà, La crise du monde moderne. Alors, j'ai lu le premier chapitre, L'âge sombre, et là, je vais entamer la lecture du second chapitre, l'opposition de l'Orient et de l'Occident. Alors, c'est cette lecture, donc je découvre les textes en même temps que je les lis, hein, et euh, je, voilà, je déroule un petit peu mes propres pensées à partir de cette lecture. Euh, donc, René Guénon s'intéresse justement voilà, à l'opposition entre l'Orient et l'Occident. Il a écrit cet ouvrage dans les années 40. Il avait déjà réfléchi 20 ans avant, dans les années 20, à cette dichotomie cette scission qu'on pourrait euh, découvrir un petit peu entre l'Orient et l'Occident, la façon dont ces deux mondes se regardent et se communiquent entre elles, etc. Et donc, euh, voilà. Alors, c'est en lien avec mon site, mécaniqueuniverselle.net, voilà, dont vous pouvez aller un petit peu vous intéresser pour voir euh, la logique que j'essaie de développer. C'est-à-dire justement l'idée selon laquelle l'humanité va vers son ultime perfection, qui est la fin justement des scissions entre l'Orient et l'Occident, entre les communautés, entre les religions, entre les systèmes politiques. Donc l'arrivée de l'humanité dans quelque chose qui est son, la fin des violences, de la destruction, de voilà tout ce qu'on connaît encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore résolu le problème, justement ce problème euh, de d'évolution, d'évolution euh, intelligente, on va dire, consciente, d'évolution qui n'est plus basée sur les pulsions, qui ne serait plus basée sur les pulsions, sur le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, etc. Enfin, toutes les pulsions humaines qui font partie de notre humanité. Mais voilà, un jour ou l'autre, nous aurons dépassé cet état que je pourrais décrire comme primitif. Nous sommes encore dans un état primitif psychiquement. On se conduit encore avec... on a intelligemment, consciemment, disons, intellectuellement, on comprend que tout ça c'est absurde, que c'est absurde d'évoluer en détruisant, en pillant autrui, voilà, à travers la guerre ou à travers la domination. Enfin, on voit bien que c'est absurde puisque nous sommes arrivés à un monde universel. Nous sommes au bord de l'universalité. Nous avons construit toutes les structures de, de l'universel. On sait qu'on est, voilà, on a une vision du village planétaire, etc.
tout ça, c'est relativement récent. C'est, ça fait une centaine d'années, moins encore, que nous avons cette conscience comme ça qui s'est développée, et de plus en plus, là, avec les médias, avec les télévisions, avec Internet, les ados, les jeunes ont cette sensation d'appartenir à une seule planète, d'être... Voilà. Donc on voit que nos comportements, par exemple cette guerre qui est aux portes de l'Europe, là, euh, on voit bien que c'est absurde, quoi. Ça part comme ça, les choses se mettent en route parce qu'on n'arrive pas à communiquer, parce que on est encore dans l'épreuve de force, le mouvement de menton, le truc pas cap, tu, tu vas jamais le faire, donc je peux avancer mes pions jusqu'à tel point. Enfin, voilà, des choses qui sont extrêmement primitives, primitivistes, on pourrait dire. Je ne sais pas quel terme on pourrait employer. En tout cas, on voit le décalage qu'il y a. Donc, mais ce n'est pas la faute des êtres humains. On est encore empêtré dans nos pulsions, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Il faudra encore peut-être un siècle, 2 siècles, 3 siècles, peut-être 5 siècles, je ne sais pas, 10 siècles, pour atteindre le moment où on aura dépassé ça. Mais l'humanité ne peut pas ne pas arriver à ce degré-là. Voilà. À part s'il y a une catastrophe, voilà, quelque chose qui interrompe la vie sur cette planète ou quoi que ce soit. Ça, des choses qui seraient indépendantes de notre volonté. Mais même si on frôle le danger, là, parce qu'on est dans voilà, un moment où on se dit c'est possible, et c'est quand même curieux qu'on en soit arrivé à cette même proximité que, qu'on a connue avec euh, l'affaire de la baie des cochons, euh, dans les années 50, où on a frôlé la catastrophe nucléaire. Et là, on se retrouve avec les, mêmes, les mêmes caractéristiques, comme si euh, on n'arrivait pas mentalement à sortir de ce mécanisme. Voilà. Bon, bref. Donc, il y a ce problème entre, selon moi, et qu'avait à juste titre éclairé René Guénon, cette dichotomie entre cette opposition entre Orient et Occident. Alors on va essayer de lire et de découvrir comment analyse cette opposition René Guénon. Donc je commence ma lecture, chapitre 2, l'opposition de l'Orient et de l'Occident. Un des caractères particuliers du monde moderne, c'est la scission qu'on y remarque entre l'Orient et l'Occident. Et bien que nous ayons déjà traité cette question d'une façon plus spéciale, il est nécessaire d'y revenir ici pour en préciser certains aspects et dissiper quelques malentendus. La vérité est qu'il y eut toujours des civilisations diverses et multiples, dont chacune s'est développée d'une façon qui lui était propre et dans un sens conforme aux aptitudes de tel peuple ou de telle race. À l'époque, on employait le terme de race pour resituer cette écriture dans les années 40. Mais distinction ne veut pas dire opposition, et il peut y avoir une sorte d'équivalence entre des civilisations de formes très différentes, dès lors qu'elles reposent toutes sur les mêmes principes fondamentaux dont elles représentent seulement des applications conditionnées par des circonstances variées. Alors voilà, c'était le cas, je reprends la main, c'était le cas à l'époque au médiéval ou avant, hein, où l'ensemble des sociétés étaient un peu sur les mêmes principes. Ou même à l'époque égyptienne, voilà, il y avait différentes sociétés
qui cohabitaient dans les mêmes régions. Il y avait les Hébreux, il y avait les Égyptiens, il y avait les Étrusques, il y avait les, les Perses, etc., etc. Mais tout avait quelque chose de similaire. Elles étaient toutes reliées par l'idée, par le mystique, en fait. Elles avaient toutes une relation au mystique qui était très proche, avec des sages qui expérimentaient des états, etc. Donc il y avait toute cette réflexion qui était à peu près similaire. Et donc ces sociétés pouvaient se comprendre en somme. Comme aujourd'hui, par exemple, voilà, en Inde, il y a l'hindouisme et l'islam qui cohabitent. Alors même si il y a des violences qui sont liées à la politique, en fait, c'est la politique qui met de l'huile sur le feu entre les communautés, mais le fondement de ces communautés est spirituel. Elles ont euh, le même lien au spirituel, en somme. Ils ont la même attache, voilà. Et la dichotomie, donc là, voilà, c'est ce que voulait dire, à mon sens, René Guénon. Donc je continue. Voilà, ça c'est pour les sociétés qui seraient traditionnelles, qui auraient à peu près, qui pourraient communiquer en somme. Et je pense que, euh, voilà, ça pourrait communiquer avec des aborigènes, ça pourrait communiquer avec des pensées africaines, etc. On retrouverait, à ce niveau, ça pourrait communiquer. Mais d'ailleurs, c'est ce qui se passait au Moyen Âge, au début de la Renaissance, à l'époque de Pic de la Mirandole, etc. Là, par exemple, les trois grandes religions, judaïsme, christianisme, islam, communiquaient entre elles. C'est-à-dire qu'elles réfléchissaient à peu près aux mêmes choses. Qu'est-ce qu'il y a aux mêmes questions métaphysiques, en somme. C'était pas, ces questions-là existaient dans la société. Elles étaient là, elles étaient présentes, elles avaient une place importante dans la société. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que Dieu, quelle image on peut se faire du divin, du principe? Tout ça, c'était présent dans les sociétés traditionnelles. La société occidentale s'est déconnectée progressivement de ça. À l'époque où parle René Guénon, le spirituel était vraiment mis de côté. On ne voulait pas vraiment en entendre parler. Ce côté un peu magique qu'est-ce que c'est que Dieu, voilà, il n'est pas présent, donc on ne peut pas parler du divin, c'est pas la peine. Nous, on est pragmatique, on n'a pas besoin de s'intéresser à ça. Et là a commencé la scission entre l'Orient et l'Occident. Voilà comment j'interprète la chose. Tel est le cas de toutes les civilisations que nous pouvons appeler normales ou encore traditionnelles. Il n'y a entre elles aucune opposition essentielle et les divergences, s'il en existe, ne sont qu'extérieures et superficielles. Voilà, je parle de ces mêmes sociétés-là. Par contre, une civilisation qui ne reconnaît aucun principe supérieur, donc qui ne reconnaît pas qu'il y a du divin, ça veut dire ça, qu'il n'y a pas Dieu, en somme, qui n'est même fondée en réalité que sur une négation des principes, c'est-à-dire Dieu, on le met, il n'y a pas Dieu, donc on doit tout établir sur le pragmatique, on ne croit que ce qu'on voit. Le monde est tel qu'il se représente à nous. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses magiques, il n'y a pas d'autre chose que ce qu'on voit.
Et donc, c'est on base toute notre société sur cette négation des principes supérieurs. Et par là même, dépourvu de tout moyen pardon, une société comme ça est par là même dépourvue de tout moyen d'entente avec les autres, avec les sociétés traditionnelles. Comment on peut parler avec ces sociétés-là, à part si on leur impose notre culture. Et c'est ce qu'a fait l'Occident, en somme. Pour pouvoir parler avec l'Afrique, avec l'Inde, avec le monde arabe, etc., il a dû on a dû convaincre ces sociétés que que c'était nous qui avions raison, qu'il fallait adopter notre vision de ce monde. Alors, heureusement, fort heureusement, le reste du monde a freiné des quatre fers, n'a pas plongé là-dedans de façon systématique, parce que c'était pas possible pour la société, leur société ne l'acceptait pas, et puis ils ont été intelligents, ils ont dit, bon, on va voir ce que ça va donner, on va regarder à quoi ressemble une société qui a perdu Dieu en somme. À quoi ça va ressembler cette société-là? Est-ce qu'on a envie d'aller vers ça? Et là, on se retrouve exactement, c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir à partir de cet ouvrage-là, on se retrouve dans cette configuration avec un monde qui ne veut plus de cet unipolaire, de ces valeurs, qui ne peut plus accepter l'Occident tel qu'il se présente aujourd'hui. Alors l'Occident a le choix de se réformer pour pouvoir continuer à donner le meilleur de lui-même, mais en enlevant le pire de lui-même qu'il offre à cette humanité, ou sinon il sera débordé, il sera mis de côté, il sera voilà, ça ne nous intéresse pas votre système qui est basé que sur l'avoir, que sur l'argent, que sur la domination, que sur voilà ce que le néolibéralisme propose. On n'en veut pas. On ne veut pas de cette société-là. Voilà. Ça sera ça qui va se présenter. Et donc, le pire de ce qui détruit le libéralisme, c'est le néolibéralisme. C'est les excès du néolibéralisme. C'est les excès que l'Occident a pratiqués depuis qu'il est rentré dans cette mondialisation, depuis qu'il n'a plus d'éthique, en somme. Avant, il était obligé de conserver une certaine éthique. Quand il y avait le communisme qui était en face de lui, il ne pouvait pas être aussi prédateur, ravageur qu'il est devenu avec le néolibéralisme. Donc il était obligé de se tenir. Et donc il était enviable. C'est pour ça que dans les années 50, 60, 70, le monde enviait l'Occident. Et ce que proposait l'Occident, c'était quand même à peu près... et il y avait une certaine éthique derrière. On n'était pas ravageur comme on l'a été. On n'était pas des prédateurs comme on l'est devenu finalement à partir des années 80. Donc, et par là même dépourvu de tout moyen d'entente avec les autres, car cette entente, pour être vraiment profonde et efficace, ne peut s'établir que par un haut, c'est-à-dire précisément par ce qui manque à cette civilisation anormale et déviée, la nôtre. Voilà comment pense René Guénon. Dans l'état présent du monde, nous avons donc d'un côté toutes les civilisations qui sont demeurées fidèles à l'esprit traditionnel et qui sont les civilisations orientales, et de l'autre, une civilisation proprement antitraditionnelle
qui est la civilisation occidentale moderne. Voilà comment percevait le monde René Guénon dans les années 20, 30, 40, 50. Et à juste titre, à mon sens. Donc je continue. Pourtant, certains ont été jusqu'à contester que la division même de l'humanité en Orient et Occident corresponde à une réalité. À cette époque, on a sans doute critiqué cette vision qu'apportait René Guénon, cette distinction entre Orient et Occident, en disant mais non, maintenant, voilà, c'était l'époque de la colonisation, on amène nos valeurs, les autres sociétés, toutes ces sociétés colonisées adoptent nos valeurs avec intérêt, etc. Donc on va devenir un seul, il n'y aura plus qu'un seul modèle, on est à peu près dans cette mécanique. Sauf que le narcissisme avec lequel on a pratiqué la colonisation a fait qu'il y a eu deux mondes. Il y a eu les dominants, les colons, et puis il y avait les colonisés, les dominés. Donc il y avait, on n'a rien transmis, on n'a rien donné. Et d'ailleurs on ne pouvait pas donner parce que donner de façon convenable pour l'Occident à l'époque de cette colonisation aurait pu donner de façon convenable si elle avait pris de façon convenable, si elle avait partagé en disant amenez-nous votre culture, on a envie de savoir ce que le fondement de votre société, par exemple avec le monde de l'islam. Amenez-nous votre spiritualité, amenez-nous tout ce que vous faites de génial. Votre relation à l'eau, par exemple, voilà, c'est dans le monde arabe, c'est une pure merveille. Il y avait quelque chose, alors que l'Occident était dans la débauche, on pompe, on teint, voilà, tant qu'il y a des choses, on récupère, on coupe, on ne s'occupe pas de gestion, du patrimoine, de trucs, des forêts, des choses. On ravage, on y va, on pompe, on prend. Voilà. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Il aurait fallu que ça soit un rapport réciproque qui dise on veut entendre, on veut comprendre votre gestion de la nature, votre gestion, on va utiliser ça. Nous, alors voilà, on a amené l'égalité entre hommes et femmes. On a amené le fait de pouvoir apprécier toutes les autres cultures. Le principe de la nation, c'est que tout le monde, toutes les religions sont aimées de façon identique dans le truc. Donc on a toutes ces choses-là à vous proposer. On a la démocratie qui est intéressante, etc. Mais ça aurait été un échange. Dans ce cas-là, évidemment, on aurait partagé, ça aurait été un partage. Et là, bien sûr, on aurait pu arriver à une sorte de civilisation globale, respectueuse de tout, de toutes les différences. Mais sauf que, en tant que colon, en tant que maître, en tant que dominant, en tant qu'esclavagiste, en tant que toute la façon dont nous nous sommes comportés sur ces siècles-là, eh bien, on fait qu'en définitive, on ne pouvait pas communiquer avec le monde qu'on oppressait. Ce n'était pas possible. Donc, mais en réalité, mais tout au moins pour l'époque actuelle, cela ne semble pas pouvoir être sérieusement mis en doute. Le fait, la division entre Orient et Occident. D'abord, qu'il existe une civilisation occidentale, commune à l'Europe et à l'Amérique, c'est là un fait sur lequel tout le monde doit être d'accord, quel que soit d'ailleurs le jugement qu'on portera sur la valeur de cette civilisation. Voilà, mais bien sûr, c'est là où la tolérance
La tolérance permettrait de pouvoir juger le côté négatif de l'Occident et éclairer le côté positif. Juger le côté négatif de l'Orient et éclairer le côté positif. Et on verrait qu'on est tous à égalité. On a des choses à changer, on a des choses à modifier, à faire évoluer, et des choses à donner à l'ensemble de l'humanité. Voilà. Donc on pourrait ne pas porter de jugement sur les civilisations, de jugement négatif, je veux dire. On pourrait porter des jugements tolérants sur ces civilisations, et toutes. Voilà. Et là, ça serait quand même vraiment intéressant. Pour l'Orient, les choses sont moins simples, parce qu'il existe effectivement non pas une, mais plusieurs civilisations orientales. Alors on va savoir justement, moi je découvre en même temps que je lis. Euh, mais il suffit qu'elles possèdent certains traits communs, ce qui caractérise ce que nous avons appelé une civilisation traditionnelle, et que ces mêmes traits ne se trouvent pas dans la civilisation occidentale, pour que la distinction et même l'opposition de l'Orient et de l'Occident soient pleinement justifiées. Donc, oui, son analyse est quand même claire et précise. Or, il en est bien ainsi, et le caractère traditionnel est en effet commun à toutes les civilisations orientales pour lesquelles nous appellerons, afin de mieux fixer les idées, la division générale que nous avons adoptée précédemment et qui, bien que peut-être un peu trop simplifiée si l'on voulait entrer dans les détails, est cependant exacte quand on s'en tient aux grandes lignes. L'extrême-orient représenté est essentiellement par la civilisation chinoise, le Moyen-Orient par la civilisation hindoue, le Proche-Orient par la civilisation islamique. Il convient d'ajouter que cette dernière, à bien des égards, devrait plutôt être regardée comme intermédiaire entre l'Orient et l'Occident. Et d'ailleurs, à mon sens, ce qui fait l'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, c'est le judaïsme. Voilà, qui plaçait déjà même à l'époque, et aujourd'hui aussi, cet intermédiaire, c'est-à-dire que cette civilisation a gardé son aspect traditionnel, c'est-à-dire avec la tête dans le spirituel, et un comportement qui est occidentalisé au niveau technique. Et justement, c'est intéressant que ça pourrait être pris comme justement un intermédiaire, une sorte de pont entre ces deux mondes. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe quand on y réfléchit. Parce que, par exemple, Israël a des contacts très, très forts, par exemple, avec l'hindouisme, avec l'Inde, etc. Et donc, je pense que c'est un regard qu'on devrait porter, euh, qu'on devrait utiliser. La société humaine pourrait l'utiliser plus. Mais bon, peut-être que c'est ce qui adviendra. Hein. Peut-être que, voilà, s'il y a besoin d'un médiateur, on trouvera ce médiateur dans les sociétés qui ont le- la possibilité d'englober les deux possibilités. Mais bon, voilà, ça veut dire qu'il faut encore avancer vers la paix, vers une compréhension de l'autre. On n'a pas encore, on est encore englué dans l'agressivité envers telle et telle civilisation, telle et telle culture, telle et telle religion, etc. On est encore englué dans ça. Mais bon, voilà, dans 10, 20, dans 30 ans, dans 50 ans, on aura dépassé, on a déjà
dépasser beaucoup de stéréotypes négatifs qu'on a écartés de notre façon de penser. Et je pense qu'on ira vers quelque chose, les jeunes de plus en plus ont une vision beaucoup plus ouverte d'eux-mêmes et des autres. Alors je ne sais pas si ça fonctionne encore. Et que beaucoup de ces caractères la rapprochent même surtout de ce que fut la civilisation occidentale du Moyen Âge. Mais si on l'envisage par rapport à l'Occident moderne, on doit reconnaître qu'elle s'y oppose au même titre que les civilisations proprement orientales, auxquelles il faut donc l'associer à ce point de vue. Bon, on va arrêter là, mais euh, voilà. Donc pour lui, c'est la civilisation islamique qui peut faire les deux. Et effectivement, il y a il y avait, ben c'était peut-être lié justement à cette colonisation. Donc les, il y avait la possibilité d'être un peu... Et en plus, il ne faut pas oublier que l'islam, traditionnellement, accueillait justement toutes les autres cultures, accueillait le judaïsme. Euh, en son sein pendant des millénaires, a accueilli le christianisme également dans de cette façon. Donc, et il y a cette vision, à mon sens, tolérante, naturelle dans l'islam. Voilà. Euh, donc, et à l'époque, il faut revenir dans les années 40, 50, on n'était pas... il y avait vraiment du passage entre les deux, entre les civilisations qui se côtoyaient dans le monde musulman. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette première vidéo du deuxième chapitre. Merci de votre écoute, à bientôt.